Une vingtaine de dossiers à la session du 5 au 8 février 2018, session plénière au Parlement européen. D'abord, une séance un peu solennelle portant sur l'avenir de l'Europe qui va permettre au Parlement d'accueillir le Premier ministre croate, Andrej Plenković, qui viendra pour la première fois devant le Parlement exprimer sa vision de l'Europe et surtout, dans un dialogue avec les députés, sa vision de l'avenir de l'Europe. Ensuite, toute une série de dossiers. Tout d'abord, un dossier sur l'achat en ligne des citoyens européens pour permettre un accès transfrontalier plus large, plus fluide, plus égalitaire entre tous les citoyens européens, quel que soit le pays dans lequel ils vivent et à partir duquel ils achètent des services ou des produits dans un autre pays membre de l'Union européenne. Un texte du quotidien de la lutte contre les discriminations entre citoyens européens, entre citoyens de différents États membres en Europe. Donc c'est un texte vraiment intéressant et très concret. On parlera des élections de 2019, non pas de qui va se présenter et sur quel projet, mais surtout de la répartition, de la nouvelle répartition des sièges du Parlement européen et de la réforme électorale de l'Union européenne après le départ des collègues britanniques. Le Parlement devrait passer à ce moment-là de 751 députés que nous sommes aujourd'hui, à 28 États membres, à 705 députés, avec une proposition de répartir une partie des sièges laissés en jachère par les citoyens britanniques et leurs représentants dans le cadre de propositions de listes transnationales. Je reviendrai sur ce sujet parce que ça permettrait d'avoir un début de démos européen si, donc ce serait de toute façon à dose homéopathique, on établissait un mode de scrutin qui permette d'avoir des candidats qui sont élus au niveau d'une circonscription qui serait celle de l'Europe à côté d'élections donc plus classiques dans les États membres. C'est un sujet un peu technique mais très démocratique et qui mérite débat avant de parler des projets puisque les élections européennes auront lieu dans plus d'un an, en mai 2019. Nous parlerons aussi réforme du marché européen du carbone avec la mise en œuvre de l'accord de Paris à travers donc l'accord que le Parlement devrait passer avec le Conseil européen pour réduire les gaz à effet de serre de l'industrie via le marché européen du carbone. Vous savez que par un système d'achat, les industries peuvent compenser leurs défauts en matière de respect des règles donc de paiement du carbone, des émissions de gaz. Et c'est ce qu'on appelle le système SEQUE. Je vous mettrai le détail très intéressant sur le site derrière la newsletter. On parlera aussi des pesticides avec la mise en place par notre Parlement d'une commission spéciale sur le fameux glyphosate, donc pour travailler, après avoir mis en place cette commission spéciale, sur le problème des pesticides. On parlera d'un scandale qui est lié encore une fois à l'affaire Volkswagen sur le diesel, puisque on s'est aperçu via des lanceurs d'alerte que pour faire des tests, l'industriel allemand avait utilisé des singes qu'il a, semble-t-il, soumis à des inhalations très fortes de gaz d'échappement. Et même, semble-t-il, des tests auraient été, semble-t-il, parce que je n'ai pas les preuves, mais enfin, ce texte et ce dialogue va permettre sans doute d'avancer, sur des êtres humains, soi-disant volontaires. Donc encore un débat en perspective important. Un autre débat qui n'est pas secondaire, mais qui apparaît un petit peu baroque au milieu des dossiers technique de l'actualité, c'est celui du changement d'heure, des heures d'été au passage des heures d'hiver. Il y a régulièrement des commentaires, des analyses, des effets qui sont dénoncés en termes de santé, en termes de biorhythme, notamment pour les nourrissons. Et donc c'est une question qui est très très souvent portée devant la commission des pétitions du Parlement européen, des citoyens européens, qui sont nombreux, semble-t-il, à estimer que le changement d'heure 2 fois par an serait quelque chose de nocif pour les êtres humains.
Nous parlerons d'un tout autre sujet qui est d'avoir une certaine vigilance par rapport non plus à la Pologne ou la Hongrie, mais cette fois la Roumanie qui voit un peu d'une manière trouble le respect de l'état de droit, puisque en réformant le système judiciaire, le Parlement européen se pose des questions sur non seulement la stabilité du régime, mais sur le respect des règles fondamentales d'indépendance de l'autorité judiciaire dans ce pays. Ce critère faisant partie des éléments auxquels les pays doivent se conformer lorsqu'ils adhèrent, après avoir demandé d'appartenir, lorsqu'ils adhèrent à l'Union européenne. On va aussi parler de cette terrible, une fois de plus, attaque contre les Kurdes en Syrie, dans l'enclave d'Afrine en Syrie, qui est une enclave qui est aujourd'hui contrôlée par les Kurdes contre Daesh et qui vient de subir une attaque militaire turque épouvantable, en même temps d'ailleurs que le pape reçoit aujourd'hui lundi Recep Erdogan. Et donc, où évidemment, j'espère, le pape lui parlera de la façon dont il entend qu'on crée les conditions de la paix sur l'ensemble de la planète et également dans ce secteur du globe. On profitera sans doute dans le débat portant sur cette question des morts dans l'enclave d'Afrine. On ne manquera pas de rappeler les centaines et centaines de prisonniers faits par Recep Erdogan en Turquie, prisonniers journalistes, médias, autorités judiciaires, universitaires, chercheurs. Dès que ces personnes élèvent la moindre critique à l'égard du régime turc, ils encourent immédiatement les modalités d'arrestation. On parlera aussi avec Federica Mogherini de l'avenir du Zimbabwe, qui est un État africain qui vit une crise économique et politique profonde. Alors vous me direz, l'Union européenne n'a pas à se mêler de la stabilité des régimes qui sont ceux des pays tiers, mais nous entretenons des accords de coopération, un système de dialogue entre empires continents qui constitue un élément très important sur l'ensemble des équilibres du monde. On parlera aussi avec la haute représentante aux affaires étrangères, l'italienne Federica Mogherini, de la stratégie dans les Balkans occidentaux. Et cette question appellera de ma part la plus grande des vigilances, même si j'accorde vraiment une grande confiance à Federica Mogherini, qui est une femme remarquable, très fine et qui donc apporte la voix de l'Europe dans les affaires étrangères autant qu'elle le peut. Cette problématique de la nouvelle stratégie de l'Union dans les Balkans occidentaux est une question politique extrêmement importante à mes yeux, puisqu'elle occupe le programme de politique étrangère qu'a annoncé la présidence bulgare, qui assume la présidence depuis le 1er janvier jusqu'à fin juin, puisque effectivement les Balkans sont les voisins immédiats de la Bulgarie et que cette question des Balkans fait partie des priorités de la présidence du Conseil de l'Union et appelle donc un certain nombre de remarques, notamment les observations quant aux demandes d'intégration dans l'Union européenne de cette région, qui sont des demandes très anciennes et qui sont des demandes à l'égard desquelles moi je souhaite avoir la plus grande des vigilances, car je m'oppose à un élargissement nouveau de l'Union européenne. Nous devons apprendre à approfondir nos relations à 27 États membres d'ici l'année prochaine et non pas à tenter de nous élargir sans suffisamment nous connaître entre nous. Il s'agit de la Serbie, du Monténégro, de la République yougoslave de Macédoine, de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo.
Donc sur ces questions, moi je garderai une attitude politique tout à fait ferme et semblable à celle que j'ai toujours adoptée dès mon arrivée au Parlement européen en 2004, même si j'ai souvent été minoritaire, notamment sur l'entrée dans l'Union de la Turquie, lorsqu'en décembre 2004, nous étions appelés à voter. J'ai voté contre l'ouverture des négociations, pour qu'au contraire, on travaille finement et intelligemment avec les Turcs dans un partenariat et non pas en leur faisant croire qu'ils entreraient dans l'Union européenne. Finalement, j'avais raison, sans doute trop tôt. Aujourd'hui, les choses se sont largement compliquées et il n'est plus question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Nous aurions bien mieux fait d'avoir une attitude diplomatique beaucoup plus fine et plus subtile, plutôt que de porter atteinte à leur fierté et de les humilier en les laissant croire leur entrée dans l'Union européenne. Donc ces questions-là ne sont pas des questions mineures, même si ce ne sont pas les questions qui sont celles de mes commissions de travail, elles m'appellent également à voter. Nous parlerons de la crise au Venezuela, où les questions après les situations, les crises de l'opposition doivent trouver une solution à l'aggravation de la crise dans ce pays. Enfin, une question très grave qui commence à être brûlante, celle du refus de l'aide américaine à l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Budgétairement, cette partie de l'aide devrait essayer d'être compensée par les autres États membres pour trouver des réponses à cette position financière critique, extrêmement critique de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, ayant des conséquences sur la vie des citoyens et le processus de paix, évidemment, au Moyen-Orient. Nous allons aussi, plus institutionnellement, voter, en tout cas je voterai pour la destitution comme vice-président du Parlement européen de M. Czarnecki, qui est vice-président et qui a donc insulté une des collègues en exerçant sa responsabilité de vice-président. Il faut une majorité qualifiée pour obtenir sa destitution, j'espère qu'on l'aura. Il restera député, ça ne porte pas atteinte à la Pologne, évidemment, qui est un État membre extrêmement important, mais ça rappelle à l'ordre ceux qui enfreignent les règles de base de la démocratie, alors même qu'ils exercent des responsabilités importantes au Parlement européen. En fait, enfin, il y aura un vote stratégique sur la liste noire des États qui sont exposés au blanchiment des capitaux et qui posent un certain nombre de problèmes. Et donc nous aurons quelques textes sur l'énergie propre, sur un texte qui parle et qu'il faut que je regarde de plus près, de l'innovation énergétique menée par les citoyens, très intéressant, donc le Parlement européen appelle à cela. Et surtout, un autre texte que je voterai dès demain, c'est celui qui porte sur le rôle accru de la Banque européenne d'investissement pour apporter des aides à des pays tiers qui mettent en place des solutions, des propositions de travail qui permettent donc à ces pays tiers de s'attaquer aux causes profondes des migrations. C'est une question qu'on a extrêmement souvent évoquée et là, nous allons adopter, j'espère à la majorité, une enveloppe de 3,7 milliards d'euros pour des projets portant sur les réponses à apporter dans les pays tiers, notamment en Afrique, à la fois des projets du secteur public et du secteur privé pour apporter des réponses de fond donc aux problèmes migratoires dans ces pays-là. On aura aussi un débat avec M. Draghi, le patron de la Banque centrale européenne, sur l'investissement et le soutien post-crise aux banques et les cybermenaces. On en reparlera, c'est très très important. Et enfin, mardi, nous marquerons un temps symbolique important, le jour officiel de la lutte contre les mutilations génitales féminines, avec ma collègue Angelika Mlinar, à l'origine de ce rapport sur
le rappel et les traumatismes que ça représente pour les femmes et les fillettes, nous marquerons donc un temps spécial pour donc penser à ces femmes et surtout tenter d'éradiquer ces horreurs qui traumatisent les femmes pour toute leur vie. Voilà très rapidement les principaux textes à l'ordre du jour. Et donc, je crois en avoir oublié un, celui sur la réforme et le travail sur ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, c'est-à-dire dans le cadre de la préparation des élections européennes, les partis politiques nationaux mais aussi européens sont en train de s'organiser pour que, comme dans un régime parlementaire en quelque sorte, le président de la Commission ne tombe pas de la Lune donc après les élections européennes, mais qu'il soit celui qui aura porté le projet européen pendant les élections européennes de mai 2019 avec un projet et qui soit issu d'une élection qui aura obtenu le plus de soutien de la part des citoyens européens pour être celui qui constituera et proposera au Parlement européen la composition de la Commission européenne et surtout son président. Mais on aura l'occasion de revenir sur cet aspect qui n'est pas anodin non plus. Donc c'est une forme de poussée plus démocratique encore vers le choix des citoyens européens pour quelle Europe ils veulent aujourd'hui, demain et après-demain.